Bienvenue au deuxième épisode crossover de Cybercitoyen et Polysécure. Je suis accompagné de Catherine et Sam. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Très bien aussi. Tout le monde va bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on a des nouvelles qui vont un peu moins bien que notre image générale. Fait que souhaitons que ça ne vous déprime pas trop quand on va terminer ces sujets-là. On va essayer de rendre ça joyeux un peu. On va commencer par le premier sujet, c'est dans le fond, ce que bien des gens se doutaient, l'espace de la droite dans les médias sociaux, dans tous les médias numériques qu'on peut retrouver maintenant, est disproportionné par rapport à ce qu'ils disent. Catherine, je vais te laisser amorcer avec le sujet. Parfait. Donc, oui, effectivement, je sais que c'est quelque chose que moi, personnellement, j'avais déjà l'impression perceptuellement. Mais il y a beaucoup d'influenceurs de la droite qui disaient que c'était le contraire, en fait, que tu sais, la gauche, elle était partout dans les médias, qu'elle contrôlait tout, puis qu'il y avait peu de place, en fait, pour les médias de droite. Puis, finalement, il y a une étude récente de Media Matters qui, justement, démontre, mathématiquement parlant, avec des de vrais chiffres, que finalement, non, il y a un écart quand même qui pèse très, très lourd du côté de la droite. Donc, il y a beaucoup de présence de la droite dans les médias. Puis, bon, je sais que quand je l'ai annoncé initialement, il y avait personne parmi nous qui était surpris de l'entendre. Je pense que c'est quelque chose qu'on était comme, oui, of course. La façon que l'étude a fonctionné, c'est qu'ils ont pris un peu le top de toutes les médias qu'ils trouvaient. Puis, dans le fond, ça s'est retrouvé, principalement des émissions en ligne pour l'étude. Puis, sur 320 émissions en ligne, par exemple, on avait 191 qui étaient très de droite et 129 de gauche. Bon, ça peut l'air si disproportionné que ça. Par contre, c'est quand on regarde le nombre de followers puis d'abonnés, parce que ce qu'on se rend compte, c'est quand les premiers, puis mettons les derniers de la liste, il y a quand même un écart très majeur. Ce qu'on se rendait compte, entre autres, là, sur environ, mettons, les émissions de droite comptaient environ un total, là, sur ces 320 émissions totales-là, il y avait 480,6 millions d'abonnés, qui étaient représentés à peu près 5 fois la quantité pour les émissions qui étaient plus, disons, de gauche. Dans le top 10, 9 des émissions sur 10 étaient alignées à droite politiquement. Ce qui est intéressant, par contre, aussi, c'est que la majorité des émissions ne se proclamaient pas comme étant à droite. Donc, elle disait qu'elle était neutre politiquement. Non, nous, on parle de sport, on parle d'actualité, on parle de santé, de bien-être, d'amélioration de soi. Par contre, les propos étaient très clairement alignés, justement, sur les principales idéologies là, qui représentent la droite. Une des choses que moi m'avait surprise, c'est que dans les faits, ce qu'on se rendait compte, c'est que la plupart de ces shows en ligne-là, en fait, nourrissaient leurs audiences à partir d'une plateforme qui s'appelle Rumble. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler à guess que j'étais sous une roche. Mes co-animateurs étaient très au courant de l'existence, mais c'est quand même un univers complètement alternatif. C'est comme un YouTube complètement bizarre, avec plein d'images IA, puis de slogans choquants, de toutes les conspirations possibles et imaginables qui animent la droite un peu alternative. Donc, je connaissais pas l'existence de ça, mais il semblerait que ce soit un des grands moteurs, en fait, qui fait que, dans le fond, les gens de la droite trouvent leurs influenceurs et éventuellement puissent les suivre sur les plateformes plus standards comme par exemple le show de Joe Rogan sur Spotify, etc. Ouais, Sam, t'es plus là, parce qu'en off, on t'a taquiné un peu sur le fait effectivement que t'étais la seule des trois qui connaissait pas Rumble. Moi, je le connais que très légèrement. Là, je repasserai plus la balle à Sam là-dessus pour en parler. Qu'est-ce que Rumble, tout ça? Parce que c'est quand même intéressant d'en parler et des autres médias vidéo alternatifs qui existent, parce qu'il y en a plus que d'autres. Puis moi, le seul alternatif que je connais, c'est Rumble. Fait que là, c'est là où moi, je commence à être un peu moins connaissant. Ben c'est ça. Malheureusement, je passe peut-être un peu trop de temps sur Rumble pour mon travail, vu que je couvre quand même la droite et l'extrême droite là, pour mon travail chez Pivot. Puis, c'est ça, en gros, c'est vraiment un genre de clone de YouTube, ou en tout cas, l'interface ressemble pas à YouTube, mais l'idée, c'est une plateforme où tu peux mettre en ligne des vidéos. Il y a des vidéos, par exemple, qu'il faut payer. Là. Tu deviens membre, puis là, tu as accès à des vidéos VIP, comme ceux de Charlie Kirk, là, de Turning Point USA, qui est un des grands influenceurs de la droite religieuse MAGA. T'as par exemple Steve Bannon, puis son War Room qui va diffuser là-dessus live presque tout le temps. Le bientôt adjoint au FBI, là, Dan Bongino,
Ça, c'est tout un personnage aussi. Parce qu'il y avait son show sur Rumble. Puis c'est ça, c'est pas le seul. Il y a plus dans le milieu francophone, je veux dire, c'est Odyssée qui est aussi très populaire. Puis en gros, les gens se sont migrés, surtout à partir de 2020, la pandémie, quand il a commencé à avoir, tu sais, vers la fin de la pandémie, une espèce de vague de fermeture de compte pour, souvent c'était pour promotion là, de théorie du complot, des informations sur les vaccins et tout ça. Fait qu'il y a eu des comptes qui se sont fait fermer, puis les gens se sont réfugiés sûrement sur ces comptes-là. Comme par exemple, un de nos Québécois bien connus, Alexis Cossette-Trudel, qui est comme un peu le traducteur de QAnon, même si maintenant ils disent que QAnon, en tout cas, on rentrera pas là-dedans, là, mais il utilise plus ce terme-là. Mais en tout cas, lui a vu son compte YouTube assez populaire fermé, puis il s'est rabattu là, sur Rumble, puis ça a l'air de bien marcher ses affaires de ce côté-là. Là. Parce qu'il favorise ça. Puis si on reprend, Catherine, l'article que tu as lu là-dessus, puis justement, qui met en lumière, parce que puis c'est par rapport à nos perceptions aussi, parce qu'on avait, en tout cas du moins, l'image qui est renvoyée par la droite, c'est qu'ils sont indûment punis par les grands conglomérats des médias sociaux, notre YouTube étant un de ceux-ci, et pas le seul. Est-ce que ça ressort dans cette étude-là où justement c'est effectif qu'ils sont pas là, ou tu as justement mentionné Joe Rogan qui est quand même sur Spotify avec un contrat qui est quand même assez lucratif aussi, donc... Il analysait justement par plateforme, puis en fait, sur toutes les plateformes confondues, il y a 100% là, un débalancement. Sur YouTube, on parlait, là, il y a un graphique là, qui oppose un peu chaud de la gauche versus la droite. La colonne rouge approche pratiquement les 200 millions d'abonnés. La colonne bleue atteint même pas le 100. Fait que même pas, on parle à peu près le quart du nombre d'abonnés par rapport à ce que les shows plus de droite sont. Donc non, ils sont peut-être pénalisés pour les propos leurs plus extrêmes, mais sont quand même extrêmement présents avec les idéologies, etc. Puis ils ont 100% de l'audience là, qui est présente et qui est active. Donc, je sais pas. Puis toutes les plateformes, en fait, là, Spotify, il y a un débalancement, Facebook, Meta, Instagram, TikTok également. Puis c'est vraiment toutes plateformes confondues. Il y a ce débalancement-là qui est présent. L'article pose la question de est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de shows à gauche? Est-ce que c'est parce qu'on n'en fait pas assez? Est-ce que c'est parce qu'on se donne pas assez la peine? Est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas d'intérêt? Ce qu'on remarquait, c'est qu'il y a vraiment une différence dans la façon dont ils se brandent eux-mêmes. Donc, la droite hésite souvent à dire qu'ils sont de droite justement sur les plateformes. Donc, ils vont dire qu'ils sont de autre chose. Mais dans les faits, ils vont beaucoup promouvoir les idéologies versus un show politique de la gauche va très clairement déclarer que c'est un show sur la politique et non pas prétendre faire du wellness puis éventuellement t'enfoncer dans la gorge des trucs politiques. Fait que c'est peut-être une des différences pour lesquelles ils arrivent moins à bâtir d'audience. Mais tu sais, au final, le débalancement, il est là, il est présent puis il est visible toute plateforme confondue. Ouais, ben j'avais entendu un peu suite à la défaite des démocrates à dernières élections américaines que les démocrates avaient besoin d'un Joe Rogan à gauche-ish. Et c'est pas faux puis c'est pas vrai en même temps parce qu'on n'a pas de porte-parole. Parce que Joe Rogan, il fait pas de la promotion directe de la droite. Il parle de beaucoup de choses, mais avec un propos qui est coloré à la droite. Donc, c'est pas tout à fait de la propagande. Tu mets ça dans la gorge. Oui, ou c'est plus subtil comme propagande si on le prend de cet angle-là que justement ce que tu dis. La gauche, on est trop by the book, sont trop. Nous, on fait un show politique, puis on le dit. Nous, c'est vraiment ça, puis on va avant au lieu de faire des shows peut-être déguisés volontairement ou pas, là, parce que je veux pas nécessairement prêter des non, mais à c'est tout ça, le monde, parce qu'il y en a que c'est juste c'est... parce que c'est leur valeur à eux qui transcendent là-dedans plus que le fait qu'ils font de la promotion, mais justement, c'est l'exemple de Joe Rogan où est-ce que, je fais juste poser des questions, mais quand on regarde la liste d'invités, il y a définitivement un favoritisme vers certains types d'invités qui ont certains types de propos. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même un choix qui se fait à ce moment-là, tu sais, comme le choix d'inviter ces gens-là, éventuellement créer le contenu. J'ai l'impression que... Ce que je voulais pas t'interrompre, vas-y, Mais je pense qu'il y a aussi la notion un peu culte qu'il n'y a pas à gauche. Je veux dire, on n'est pas... Je
j'ai l'impression qu'il manque un peu cette notion-là de, à droite, c'est quasiment religieux, je suis un peu en désaccord avec ce que tu dis. C'est aussi la gauche ou ce qu'on appelle les woke sont très religieux, au même titre que la droite peut être très religieux, mais c'est pas le même type d'approche religieuse. C'est d'autres symboles qui font vibrer. Puis malheureusement, je pense que c'est moins accrocheur, si on le prend d'un point de vue sociologique, que les choses que la droite utilise pour faire vivre son aspect religieux. Mais Sam a quelque chose qui fait qu'on va le laisser. Non, ce que je disais, c'est que il y a clairement beaucoup plus d'argent dans l'écosystème médiatique de droite. Il y a beaucoup plus de gens avec des poches profondes prêts à financer des contrats comme celui que Joe Rogan a eu. C'est pas quelqu'un qui ferait la promotion là, de taxer les gains en capitaux, etc., qui auraient le même contrat. T'sais. Fait que souvent, on voit aussi le TPUSA, par exemple, réussissent à ramasser quand même beaucoup d'argent. On voit des choses qui se montent, des studios, il y a les moyens, il y a de l'argent pour faire de la pub, de la promotion. Partir une nouvelle plateforme vidéo parce que l'autre te censure trop. Il y a pas grand collectif socialiste ou anarchiste qui sont capables de se revirer puis de faire ça, là. Fait que c'est pour ça que, je pense qu'il y a ce côté-là qu'il faut pas minimiser. C'est ça, qu'il y a comme un investissement. Ma question connexe par rapport à ça, puis je sais pas si tu es allé chercher dans ces choses-là, parce que Rumble, il y a du monde qui a mis de l'argent justement dans la perspective où tu dis est-ce qu'on était capable ou est-ce que tu connais la source de cet argent-là qui permet à cette plateforme-là d'exister? Parce que je suis pas sûr que dans les premiers mois, premières années, elle était rentable. Donc, il y a dû y avoir des millions de dollars qui se sont garochés là-dessus de poches profondes, mais est-ce que ces poches-là sont connues si on prend l'exemple de Rumble? Elles sont connues, mais je les connais pas. J'avais commencé à regarder, mais je le sais pas comme ça. Puis je sais pas si c'est rentable même aujourd'hui. Là, tu regardes les pubs là-dessus, c'est pas Ford là, qui fait des pubs là, sur Rumble. Là, c'est genre. C'est des pubs de conspi. On est dans le même pattern de gens qui consomment, qui sont sur la plateforme. Donc c'est clairement dirigé vers ça. Pubs de Bitcoin puis des pubs d'acheter de l'or. Mais c'est J.D. Vance qui est partiellement financé, là. Ben, je pense qu'il y a probablement de l'argent de Peter Thiel derrière ça, là. Mais comme un des investisseurs principaux qui est nommé, c'est J.D. Vance. Je sais pas à quel point il y a des poches profondes. Ben, il travaillait pour une compagnie d'investissement backée par Peter Thiel, là, qui est un milliardaire. Là. Fait que, qui lui a des poches profondes puis qui l'a pris sous son aile notamment. Donc, c'est un cercle de gens. Puis c'est ça où je voulais voir, là, ce cercle de gens-là, parce que dans d'autres domaines litigieux, nommément la pornographie, quand on commence à suivre l'argent et qu'est-ce qu'il finance et tout ça, ça devient très intéressant de voir les liens qu'on peut en tirer parce que à sa face même, ça a l'air comme simple comme ça. Quand dans les faits, tu as des cartels étranges, tu as des affiliations politiques, des affiliations d'État, des affiliations qui sont très particulières, qui permettent de mieux comprendre l'existence et le fait que ces plateformes-là prospèrent, par exemple, quand que dans d'autres circonstances, moi, Ticlin, fait ça dans mon sous-sol, je suis pas sûr si je m'étais démarré un Rumble, ça aurait fonctionné. Là. Je pense que je serais mort probablement au bout de la deuxième semaine, faute d'argent pour soutenir ça, faute de faire quelque chose. Donc, c'est important de connaître ce lien-là. Je trouve ça intéressant qu'à la droite, là, si on la qualifie comme ça, soit capable d'aller chercher cet argent-là quand la gauche soit incapable de se rassembler pour arriver à lever un système similaire ou à se donner une plateforme d'autopromotion. Si on parle que Rumble, c'est J.D. Vance, ça devient donc encore pire, c'est encore plus une plateforme d'autopromotion qui a été utilisée à son avantage, en l'occurrence, pour aider à véhiculer le message qui ont mené potentiellement à leur gain dans les élections. Mais ce qui est curieux aussi, c'est que quand on regarde l'historique de Rumble, à la base, c'est une start-up canadienne qui avait été fondée par un truc de Toronto, puis l'objectif, c'était surtout des vidéos d'animaux. Puis dans le fond, quand ils ont pivoté, ils ont fait le pivot de comme on va faire des vidéos extrémistes, conspirationnistes.
C'est vrai que Steve Bannon, c'est pas l'image qui me vient en tête en premier quand je pense à un animal cute, là. C'est pas, là. Non. Bref, ouais, mais c'est ça, mais c'est probablement que ça a été détourné parce que il y a bien des choses. Puis c'est ça aussi en techno qui est important d'en connaître dans les histoires. De toute façon, puis tous ces tech bros-là, c'est bien de savoir leur histoire parce qu'il y en a plusieurs qui ont été financés par d'autres. Leur succès n'est pas tout à fait aussi immédiat et éclatant qu'ils aimeraient qu'on le sache. Donc, il y a beaucoup d'histoires et c'est important de les connaître parce qu'on est capable ensuite de comprendre pourquoi Rumble est passé d'Animokyo, d'une start-up canadienne qui a échoué à ça a été racheté parce que probablement qu'ils ont eu à une bouchée de pain, ils ont dû prendre le ramasser au passage, la plateforme était là. Puis ensuite, ils ont pu utiliser ça comme levier important pour amener ce type de clientèle-là. Puis c'est étrange aussi, puis je pense qu'on aurait intérêt à mettre ça plus au grand jour, encore plus qu'est-ce qu'on fait là, nous trois, puisque ça a une influence très importante sur les élections. Définitivement. Puis c'est ça qui est intéressant parce que Trump a énormément utilisé le circuit des podcasts, des What Guy with a Podcast aux États-Unis, notamment ceux que tu as mentionnés dans l'étude, pour justement capitaliser sa base et faire bouger sa base. Et ça a fonctionné. Donc, la capacité de ces grands médias-là, quand on parle de millions d'abonnés, pour moi, c'est plus un petit clin dans son sol. Il y a un studio de production, donc il y a de l'argent. Et pour faire un peu de prod, puis on en fait tous les trois un peu de prod, coûte beaucoup de sous faire quelque chose qui est qualité professionnelle. Puis ils ont tous, Joe Rogan, c'est qualité pro là, ce qu'il fait là, c'est pas amateur 0-0 là. Fait qu'il y a un staff, et dans des locaux spécialisés avec des toutous là, c'est sérieux. Il doit y avoir des recherchistes, il doit y avoir une panoplie de staff qui est comme ça. Les influenceurs, puis je reviens parce que le cas subséquent aussi, puis ça continue malheureusement, puis je comprends pas pourquoi on le voit pas. Chez les jeunes, il y avait beaucoup d'influenceurs YouTube à une époque. En tout cas, à une époque où j'avais des jeunes qui étaient dans ces circuits-là. Fait qu'il y en a peut-être encore, mais je le vois plus parce que j'en entends plus parler. Cela étant dit, maintenant, ils ont l'air d'être plus sur TikTok. Mais à cette époque-là, c'était toutes des beaux vidéos, ce qui amenait les jeunes à vouloir eux-mêmes produire du contenu sur YouTube. Et j'ai été confronté à cette situation-là et ma réponse a été, vas-y, tu vas voir à quel point c'est du travail. Puis effectivement, quand le jeune de 9 ans qui pense que enregistrer une vidéo comme son idole, ça ne prend que le 10 minutes qu'il voit en termes de vidéo, il se rend compte que d'arriver à cette qualité-là, ça prend 10 heures. L'engouement passe très vite. Donc, Définitivement. Mais l'étude parlait beaucoup aussi des trucs très américains. Je voulais comme plugger un livre que j'ai lu récemment qui était plus une analyse du côté francophone de la francophonie. Le livre s'appelle Puff Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. C'est un peu une exploration là, du même concept, mais sur la scène plus française, où est-ce que justement ces mêmes influenceurs-là sévissent un peu, là, puis c'est les mêmes principes, c'est les mêmes codes, puis la question du pourquoi ça marche autant, puis pourquoi on n'a pas l'équivalent, mais de l'autre côté. Mais cette exploration, le livre l'aborde-tu justement parce que là, c'est en quoi c'est disons, la gauche est désavantagée dans l'équilibre total de l'espace médiatique? Et en gros, c'était beaucoup de jouer sur justement on en parlait un peu pré-émission, mais la victimisation. C'était beaucoup ça, c'est je suis victimisée, moi, pauvre personne. Puis éventuellement, c'est de mettre tout le monde un peu dans cet état d'esprit-là de victimisation, puis éventuellement dire OK, on blâme qui? Puis là, la réponse classique, c'est toujours l'autre, l'étranger, etc. Surtout en France, là, c'est un peu les enjeux avec l'immigration, etc. Donc, il y a vraiment comme ce discours-là qui prend de l'ampleur. Puis la réalité, c'est que ça parle à beaucoup de gens. C'est ça. En même temps, ce qui est quand même, je sais pas, j'ai l'impression que le discours plus politisé, c'est comme plus normal en France, là. Parce que même à gauche, tu as quand même des médias un peu plus affirmés politiquement sur la gauche. C'est Mediapart, Blast, Street Press, bon, ils ont tout le nom en anglais, là, mais c'est ça, il y a quand même... On est en France, tout est en anglais. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est ça, il y a quand même un écosystème qui existe un peu plus. C'est sûr que probablement qu'en termes d'audience, là, c'est pas pareil que CNews là, qui est à la télé, là, mais un peu plus, en tout cas,
qu'aux États-Unis, c'est certain. Puis même, au Canada, au Québec, pour travailler dans un média qui s'affiche comme étant à gauche, on est tout petit, là. Puis on est très loin de Québécois, là, en termes d'audience. Puis de... Mais il y avait aussi la notion de comment la droite utilise le meme pour justement comme prendre contrôle du discours culturel, si on veut. Puis une des choses que je me rappelle qui m'avait vraiment marqué du livre, c'est la phrase based, genre based, qu'apparemment que ça vient genre la pénombre profonde de l'extrême droite, là, que c'est hyper... c'est un truc qui provenait justement des 4chan de ce monde, puis qui a fini somehow par une phrase que on utilise au quotidien, là, que c'est genre tu vois ça passer, puis let's go. Mais ça fait partie, mais c'est un mot qui faisait partie des codes de l'extrême droite. Pareillement pour les yeux laser, etc. Mon Dieu, j'ai vu une annonce de Pizza qui reprenait le code du poulet qui a des yeux laser. Puis sachant d'où est-ce que ce visuel-là vient, c'est qu'ils ont réussi un peu à imprégner le langage culturel avec les mimes, simplement. Puis là, la question par rapport à ça, parce qu'en fait, ici, ils réutilisent la grenouille aussi, qui était une chose pour enfants, qui est devenue un symbole de la droite, notamment. Est-ce que le fait de passer d'un symbole de l'obscurité de l'extrême droite jusque dans le grand public ne vient pas dénaturer et donc détruire son effet? Parce que les yeux laser, en tant que tel, pour moi, n'invoquent pas la droite ou l'extrême droite. Puis donc, elle perd sa signification dans le passage dans l'espace public où il y a quand même quelque chose que je ne vois pas parce que je suis aveugle à ce genre de choses-là. Les yeux de laser m'ont brûlé la rétine, je suis aveugle. Je pense que c'est la normalisation de ces symboles-là, déjà en partant. Puis même du discours politique, il y a des choses qui se disent aujourd'hui qu'on n'aurait pas entendues il y a 10 ans. En France, Éric Zemmour, aux dernières élections, parlait de remigration, d'expulsion massive de personnes. Ça, il y a eu 10 ans avant, ça, il y aurait une petite gêne. Même le Front National allait pas jusqu'à dire ça. Et 1 an, 2 ans après, t'as Trump qui se dit, c'est ça que je dois faire. Je suis en train de le mettre en pratique. Donc, il y a quand même une normalisation d'un certain discours qu'on n'aurait pas entendu avant. L'augmentation, il y avait une étude récemment qui montrait une augmentation de l'homophobie chez les jeunes au Québec, dans toutes les régions, peu importe leur origine ethnique ou religieuse, parce que je sais qu'il y a des gens tout de suite qui ont dit c'est à cause des jeunes issus des minorités que c'est comme ça, mais non, c'est comme partout. C'est ça, il y a comme quand même un virage. De la fenêtre d'Overton. Oui, je pense qu'il y a des choses qui bougent un peu. Si on prend l'exemple du président américain qui était théâtral dans sa façon de fonctionner, parce qu'on l'a vu, je crois, la semaine passée, ou cette semaine, où il a expulsé, il a fait raser la tête d'un gang vénézuélien, je crois. Il les a mis dans l'avion. Tu sais, c'est très théâtral en termes de fonctionnement, parce que ça fait des images chocs qui servent justement à capitaliser sur son message, même si ce qu'il a fait est illégal, que le juge a déjà... Et tout a été quand même fait ça, mais le problème, c'est parce que l'espèce théâtrale, c'est ce que les gens retiennent. Le fait que le juge a dit que c'était illégal, ces gestes-là, c'est pas ça qui vient changer la situation, là. Mm-hmm. Oui, puis là, ça sort que plusieurs de ces personnes-là n'étaient pas membres de gang, là, mais avaient un tatouage, tout simplement. En tout cas. Le fascisme, en fait, requiert une certaine forme de théâtral, si on veut. C'est pas un hasard, en fait, qu'il y a autant de gens au gouvernement Trump, en fait, qui sont des gens avec des backgrounds plus entertaining, plus influenceurs que, mettons, professionnels bureaucratiques. C'est parce que ce théâtre-là, il est requis. Ce symbole culturel-là, il est nécessaire pour, justement, I guess, faire vivre le fascisme d'une certaine façon. Donc, c'est les cas du fascisme se trouvent beaucoup dans le théâtre, dans le bruit et le sensationnalisme. Un peu, puis reprendre un peu ce que Sam disait, c'est que comme le langage, le discours a évolué maintenant à des extrêmes beaucoup plus grands. Et moi, à mon avis, on est toujours obligé d'être plus que le précédent. Donc, c'est une source infinie, c'est une croissance infinie jusqu'à temps que ça écrase.
je pense que l'histoire nous a montré que c'est pas la première fois qu'on fait face à un fasciste qui utilise il y en a un qui utilise la propagande, donc ces images qui frappent l'esprit, ce théâtre, et jusqu'à temps que ça s'écrase, qu'on recommence à zéro, puis là, on se retrouve avec un autre qui ont réamplifié, puis on recommence encore, malheureusement, une fois ce cycle infernal-là. C'est Bon, optimiste. je vais terminer le sujet. Ça comme... Non, mais pour revenir à le fait de est-ce que ça les normalise, mais il y a aussi la notion que ça permet de faire du gaslighting, en fait. Là. Ou est-ce que si quelqu'un utilise ce code-là puis que tu dis wow, genre, c'est un code fasciste, la personne peut te dire what, de quoi tu parles? Puis le problème, c'est que justement, ça fait que la gauche se retrouve à accuser beaucoup de gens d'utiliser des codes fascistes parce que ces gens-là savent pas que c'est des codes fascistes. Fait que donc, quand on pointe quelque chose qui est réellement du fascisme, ben c'est un peu, on a crié au loup contre notre gré parce que ce symbole-là a été tellement comme utilisé à toutes les sauces par des gens qui savaient pas que c'en était un code, que éventuellement on arrive à Musk fait un salut nazi en plein écran, puis on se fait dire c'était pas un salut nazi. Vous dites tout le temps des choses comme vous êtes tout en train d'accuser puis de voir du fasciste partout, vous autres, la gauche. Fait que ça fait que, vu que le symbole est tellement rendu un peu partout, les codes sont rendus un petit peu mix partout, que c'est rendu un peu dans la pop culture. Fait quand on pointe le doigt vers quelque chose qui est essentiellement un dog whistle, on peut se faire dire, c'est dans votre tête. Puis cette fonctionnalité-là, c'est pas un bug, là, c'est un feature de... On va, avant de découvrir complètement là, sur le sort de l'humanité, on va... Allez, on échappe même tes écouteurs, c'est à ce point. On va basculer vers Starlink, qui fait beaucoup parler aussi, qui fait encore parler pour différents sujets, qui est pour du bon, qui a aidé la guerre en Ukraine ou qui a aidé les Ukrainiens à se défendre contre la Russie. Et malheureusement, ça sert aussi à des fins plus sombres. Sam, tu avais une nouvelle à ce sujet-là. Oui, mais c'est le journal Wired qui a publié un article à la fin février pour rapporter là, que les compounds, je cherche une traduction pour le mot compound, là, les établissements. Établissements. Là, je pense à un hôpital, en tout cas. Une baraque. Les baraquements, c'est ça, les établissements utilisés par des fraudeurs. Puis là, c'est pas 3 gars dans une baraque, justement. C'est des milliers de personnes dans des casinos reconvertis à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, autrefois appelé la Birmanie. Et ces casinos reconvertis là, abritent là, des centaines de milliers de personnes qui font des fraudes, puis qui sont souvent là contre leur gré, qui se sont fait attirer là avec des promesses là, d'emploi qui étaient pas vraies. Puis une fois que tu arrives là, tu te fais enlever ton passeport, puis là, t'es obligé de travailler toute la journée pour justement frauder des gens un peu partout dans le monde. Puis, tu as besoin d'Internet pour frauder les gens en ligne, ça c'est bien connu. Et c'est Starlink qui fournit l'Internet là, pour ces centres de fraude-là. Ce qui est intéressant, c'est que présentement, en Thaïlande, Starlink il n'y a pas de permission d'opérer en Thaïlande, mais il serait comme en négociation avec le gouvernement pour pouvoir avoir le droit d'opérer. Puis c'est pas si simple parce que justement la Thaïlande, pour eux, c'est un gros problème, là, ces fraudes-là, parce que c'est leurs citoyens aussi qui se font frauder là, par ces réseaux-là ou qui se font kidnapper, etc. Et donc, ça soulève un peu la question de l'incapacité de Starlink de reconnaître ses propres bornes, puis si elles sont mal utilisées, de pouvoir les fermer à distance. C'est que, soit parce qu'ils ont juste pas pensé qu'un jour ce serait un problème, ou ils ont juste pas pris le temps d'implémenter une solution. Parce que les autorités qui sont citées dans l'article de The Wired disent, écoute, on a communiqué avec Starlink, on leur a dit, puis l'article est excellent, un excellent travail d'OSINT où, par exemple, on voit des images de ces installations-là avec, par exemple, les bornes de Starlink là, soulignées. On voit aussi, comme dans les dernières années, les constructions, puis à quel point ces centres-là ont pris de l'expansion. Là, c'est complètement fou. On avait déjà sorti le chiffre dans un ancien épisode, mais de mémoire, c'est à peu près,
il parle d'à peu près 120 000 personnes là, puis un autre 100 000 personnes au Cambodge. Fait qu'il y a comme à peu près 200 000 personnes enfermées, forcées en esclavage à faire de la fraude. Là. Puis si ces gens-là n'avaient pas accès à Internet, ben, ça mettrait un terme. Je veux dire, si t'as pas Internet, tu peux plus faire ta job. Fait que c'est vraiment intéressant sur un peu le travail là, des autorités, surtout en Thaïlande, qui essayent là, d'agir. Puis tu parlais, Nicolas, de l'Ukraine, mais tu sais, il y a le même problème en Ukraine où, oui, les Ukrainiens utilisent Starlink, mais quand les Russes arrivent puis qu'ils leur volent la machine, après ça, c'est les Russes qui utilisent Starlink. Et là non plus, il n'y a pas de Python pour le fermer à distance. Là. Donc, en tout cas, je trouvais ça quand même assez intéressant comme puis je pense important comme article. Oui, puis c'est intéressant parce que du propriétaire de Starlink qui menace régulièrement de couper l'accès à Starlink, notamment en Ukraine, parce qu'il se mêle de choses politiques qui ne devraient peut-être pas. Je trouve ça un peu étonnant qu'il opère dans un territoire qui n'est pas censé opérer et dans quel cas ce problème-là s'arrive. Fait que pour moi, ça crée une certaine réflexion par rapport à cette situation-là dans laquelle j'ai de la misère à saisir qu'il n'ait pas pensé à ça, surtout quand on parle dans une de ces compagnies autres, qui est très populaire, qui est en perte de vitesse présentement. Pas le jeu de mots est involontaire en l'occurrence. Il est capable de fermer les autos à distance. Il est capable d'arrêter les autos à distance. Donc, on est dans un contexte où d'un côté, technologie de contrôle de l'objet final au maximum, et dans l'autre, aucun contrôle de l'objet final ou même d'entrer sur le réseau même. Donc, je trouve ça particulier. Ça se peut. Comme tu l'as dit, ça se peut que ça n'a pas été réfléchi à la création parce qu'il n'aurait jamais pensé avoir ce besoin-là. Mais je demeure un peu fasciné par autant d'un côté que dans l'autre, il y a des approches qui sont excessivement différentes pour ça. Ouais. Dans ma tête, c'est impossible qu'ils ne fassent pas l'arrêter. Veux pas, c'est un service que les gens payent pour. Par défaut, si la facture n'est pas payée pour ton Starlink, tu coupes le lien du Starlink. Donc, c'est sûr qu'il y a une façon de mettre le Python à off. C'est sûr. Oui, mais j'imagine. J'ai pas de Starlink. Mais moi non plus, fait que j'ai un peu une mauvaise connaissance du fonctionnement de la technologie et comment il est capable d'identifier les différents terminaux. Parce que pour reprendre, si on prend de la communication, même à la limite de la communication câblée, qu'à l'époque, les modems CARM devaient s'identifier et puis le réseau est partagé au même titre que les ondes, là, c'est le même genre de réseau partagé. Puis on se branchait sur le réseau avec tout le monde maintenant, heureusement. C'est plus tout à fait ça. Le Vidéotron a beaucoup upgradé son réseau. Mais à l'époque, c'était quand même ça. Fait que si tu rentrais sur l'anneau, c'est-à-dire que tout le monde qui rentrait sur l'anneau était capable de faire n'importe quoi. Je pense que puis les différentes compagnies de câbles se sont vite rendues compte de cette problématique-là il y a longtemps. Donc, on commençait à identifier les appareils qui se branchent sur leur réseau et donc de contrôler l'accès de ces appareils-là à leur réseau, incidemment. Là, je suis un peu fasciné que Starlink n'ait pas ce degré-là ou cette surveillance-là qui est associée, parce que même cette volonté-là, peut-être que c'est juste que la valeur du contrat pour payer pour cette Internet-là vaut la peine. Parce que j'imagine que ça doit être beaucoup de bandwidth, là, ces fraudes-là. C'est pour si vous avez jamais vu les images là, dans ces centres d'appel-là, c'est genre par chaque personne a des dizaines d'ordinateurs puis de téléphones devant elle qui roulent plein de choses à la fois. J'imagine que le bandwidth qui doit être consommé est absolument spectaculaire. Peut-être que c'est juste que la facture en vaut la chandelle de fermer les yeux sur qui la paie. Je penserais pas que tant de consommation. En tout cas, on sent où ça vient écraser le réseau. Puis en même temps, à certains égards, il y a plusieurs services qu'on a eu notamment au Canada qui tolèrent la fraude parce qu'elle n'a pas de coût ou elle coûte peu et nuit pas au service. Tant qu'elle ne nuira pas au service, il n'est pas dans l'intérêt du fournisseur de le faire ou de mettre les énergies pour le faire, même si les mécanismes sont à sa disposition ou même si les choses sont là. Fait qu'il y a peut-être un laxisme de Starlink parce que ça l'intéresse pas de faire ce genre de choses-là parce que le coût
Total n'a pas d'influence sur l'opération de ça. Puis en plus, sachant que le propriétaire est largement financé par le gouvernement américain, il n'est pas prêt de perdre d'argent. Donc, s'il ne perd pas d'argent, l'intérêt n'est pas très élevé d'appliquer. Donc, il devient, en ce sens-là, complice de ces choses-là. Puis c'est là où l'article est intéressant et moi, me dérange énormément qu'on n'est pas capable de faire intervenir cette compagnie-là pour agir comme bon citoyen et de limiter ou de contrôler ou d'agir de façon bienveillante pour limiter ces fraudes-là, parce que c'est épouvantable. Puis l'effet humain, là, puis ça c'est Sam, que tu m'avais éclairé sur le fait que moi, je pensais que c'était des gens qui travaillaient puis un maigre salaire, mais gagnaient, mais sachant qu'ils sont même des esclaves qui sont emprisonnés là, ça amplifie l'aspect sordide de tout ça. Là. Et encore plus l'inaction de Starlink. Définitivement. Comment est-ce qu'on fait pression? C'est quoi la solution? J'ai l'impression qu'on fait juste parler de problèmes depuis tantôt. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense que ce qu'on fait là, d'en parler, puisque Wired le fait en parlant, je pense que c'est important. Parce que la solution, elle va venir par de la réglementation. Ça va venir. Bon, c'est sûr que là, à court terme, le gouvernement américain ne va pas réglementer Starlink. Mais s'il y avait une volonté politique au Québec, on pourrait arrêter, par exemple, d'utiliser Starlink pour nos politiques d'accès à Internet en région éloignée. Puis parce qu'on donne de l'argent à cette compagnie, puis on pourrait dire à la compagnie, regarde, vous contribuez à tel problème. Tant que ça, c'est pas réglé, nous, on n'est pas intéressé à faire affaire avec vous. Puis ou tout simplement, on fait plus, Starlink n'a plus le droit de faire affaire au Québec ou au Canada. On pourrait réglementer mais dire, regarde, ça c'est un problème. Ces fraudeurs-là volent nos concitoyennes. Donc, vous êtes complices. Faites quelque chose. Sinon, ben, regarde, vous êtes persona non grata. T'enlèves ta citoyenneté canadienne. Ça peut être un accent assez quand même. Parce qu'il y a des compétiteurs à Starlink, là, c'est pas les seuls qui font ce genre de choses-là, c'est ceux qu'on entend le plus, mais il y a MDA Space là, qui est canadien, qui joue un peu dans cet écosystème-là aussi également. Fait que, il y a des joueurs qui auraient de façon effectivement peut-être localement d'au moins ne pas contribuer à des entreprises qui... Je sais pas. Ils ont quand même un produit, je pense, un peu... Ils ont quand même un marché, peut-être pas un monopole, mais quand même, pour la région éloignée, le satellite, tout ça, là, sont quand même forts. Là. Ils ont quand même un produit. C'est pour ça aussi que ça a pris cette ampleur-là. Là. Mais... C'est pour ça que tout le monde l'utilise aussi. C'est pour ça que quand ça a ce degré d'usage-là aussi. Puis c'est aussi une des meilleures technologies. Là. C'est en ce sens... C'est fascinant à quel point cette technologie-là fonctionne bien. Et là, c'est ça, il n'y a pas tant de compétiteurs, mais en même temps, on est dans un contexte où on réfléchit la relation avec les compagnies américaines. Le Canada est un pays qui fait beaucoup d'efforts à l'heure actuelle de réfléchir cet élément-là. L'Europe est sur le point de le faire aussi parce qu'ils n'ont pas eu une douche aussi froide que la nôtre, en tout cas pas aussi immédiate, mais ils ont quand même une douche assez froide sur la relation avec le gouvernement américain et certaines compagnies américaines qui sont intimement liées avec le pouvoir en place. Donc, il y a une réflexion dans ce sens qui va devoir s'opérer d'un point de vue mondial aussi. Et juste de voir comme quoi le Canada a annoncé, je crois, aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, qui faisait l'acquisition de radars australiens pour surveiller le Grand Nord canadien. Donc, ce qui est une bonne nouvelle en mon sens, où on investit positivement, puis on protège notre territoire, puis en même temps, on encourage un allié du Commonwealth et qui n'est pas nécessairement un allié qui est notre voisin dans l'occurrence. Donc, on est dans un contexte où on diversifie. Donc, ça serait, oui, une avenue. Puis c'est peut-être ça l'avenir aussi, de dire, OK, ben on va arrêter de financer cette compagnie-là et on va commencer comme pays à financer, à nous mettre ou trouver une compagnie qui est capable de mettre des satellites pour faire ce genre de choses-là et d'évacuer du territoire, parce que l'Ontario avait dit qu'elle allait résilier le contrat avec Starlink, suivant dans ce contexte des tarifs, pas dans un contexte humanitaire. C'est moins louable dans ce cas-ci. Mais encore, on est encore dans cette capacité-là d'agir sur ces grands, ces monstres-là
qui contrôle un peu trop l'univers. Puis c'est un peu, c'est en lien avec la première nouvelle aussi, parce que le propriétaire de Starlink et aussi bénéficie du bruit démesuré que la droite dispose. Et il a une autre compagnie qui participe à l'amplification du bruit droite. Et à la limite, on pourrait même se dire qu'il l'a acheté spécifiquement pour se servir de plateforme pour servir de haut-parleur géant sur des propos de droite. Et dans ce cas-ci, lui ne cache pas son propos. Cela étant dit, il ne fait pas comme des influenceurs de cuisine qui ont des propos de droite, là, qui cuisinent à droite. Lui, il cuisine pas à droite. Lui, il est à droite tout court. Puis, il s'en cache pas. Donc, oui, puis on sait qu'il a même truqué l'algorithme pour que ses tweets aient plus de poids dans l'algorithme. Donc, c'est transparent. Complètement. Lui, il est assumé jusqu'au bout qu'il est ce qu'il est. Là. Quel étrange personnage d'un être qui voulait Tesla parce qu'il voulait décarboner la planète il veut dominer le monde en entier. C'est fascinant la transformation de cet individu-là. Puis je serais curieux d'avoir quelqu'un qui serait capable de faire une étude approfondie de ce revirement-là, de cette personne-là, et à savoir si ce n'est pas juste sa consommation démesurée de kétamine qui l'a amené là aussi, c'est pas exclu. Mais d'avoir ça, parce que ça serait peut-être un avertissement grave sur la boîte sur les choses de kétamine. Attention, vous transformez en personne de droite. Vous devenez QAnon, vous allez vous transformer progressivement en disciple de QAnon quand vous prenez ce type de médicament-là. Non, mais plus sérieusement, mais d'avoir ces effets psychologiques-là de cette drogue-là qui a un effet sur la psyché. Et c'est sérieux d'avoir ce type de choses-là. Puis en plus, pour un pays qui fait la guerre à la drogue, d'avoir ce genre de choses-là. Parce que bref, c'est des paradoxes qui sont difficiles à réconcilier à bien des égards. Là. Puis je dirais, surtout ces temps-ci, sont dans un paradoxe constant et je ne sais pas comment ils font pour vivre en équilibre dans ce type de paradoxe. Mais c'est un peu toujours le même principe que chaque accusation est une confession, là, en fait, simplement. C'est le principe de l'abuseur, là, où est-ce que si t'accuses de quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose que lui-même fait. Fait que s'il dit que la drogue a des problèmes, c'est parce que eux-mêmes ont ces problèmes-là. S'ils disent que ils sont censurés dans les médias, dans les faits, c'est parce que c'est eux qui font la censure, alors qu'ils prennent plein de place, etc. C'est toujours le même concept. Je pense que ce paradoxe-là, en fait, c'est l'orgasme. Oui, de toute façon, le paradoxe est porté par le président notamment. Puis lui, le pire en ce sens où moindrement qu'il fait une accusation, on sait qu'il est coupable du geste qu'il met en accusation. Lui, c'est tellement grossier que lui prouve la théorie, prouve les études qui démontrent ce genre de choses-là. Rebouclons sur les centres en Thaïlande. Est-ce qu'il y a d'autres mais Amar, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans l'article que tu as ou d'éléments connexes qui seraient importants à partager, à part nos délires conspirationnistes? Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Là. Et tant qu'à parler de complot et de conspiration, fraude sur YouTube, Catherine. C'est un peu plus léger celui-là. On verra pas en gros trucs politiques, je pense, sur cette nouvelle-là. C'est plus une alerte générale à la fraude si jamais vous êtes sur YouTube. Il y a une fraude qui court en ce moment où est-ce que, dans le fond, il y a des hackers ou des fraudeurs qui ont pris un deepfake de l'image du CEO de YouTube et qui envoient des messages privés sous forme de vidéo à des créateurs de contenu en leur avisant qu'il y a un changement de politique, qu'il faut accepter les nouveaux termes, sinon ils vont perdre leur monétisation, perdre accès à leur compte, etc., etc. Les tactiques classiques d'urgence, etc. Et ça les amène vers un site web qui est un peu genre studio.youtubeplus.com, genre qui a l'air légitime, I guess, d'un point de vue externe. Il y a pire comme site de fraudulent et il y en a qui ont l'air plus douteux que ça, sur lesquels justement on leur demande de rentrer leurs informations, puis non seulement ça peut mener à ce que les comptes soient volés. On sait qu'une page YouTube avec plusieurs millions d'abonnés, ça vaut de l'argent en fait. Donc il y a une valeur quand même à ces choses-là. Et bref, c'est juste un avertissement. Une des choses que l'article que j'ai trouvé sur Bleeping Computer qui mentionnait, qui était plutôt ironique, c'était que dans le message même qui essayait de paraître officiel du CEO de YouTube, il y avait l'avertissement que YouTube te contacterait jamais via TM pour des mesures de... Fait qu'il y a comme l'avertissement, dans le fond, ils ont repris l'avertissement légitime de YouTube. Puis dans le fond, ironiquement, c'est comme si l'avertissement légitimisait le message.
parce que ils l'ont mis, fait que ça doit être safe, celui-là. Donc bref, faites attention si jamais vous avez des jeunes également là, qui ont des petites plateformes sur YouTube, ça se peut que justement ils soient ciblés par ce genre de choses-là. Donc un peu de sensibilisation, juste un avertissement de c'est la fraude du moment qui court sur cette plateforme. T'es-tu en train de dire que j'aurais pas dû répondre au CEO de YouTube qui nous a écrit sur le compte de Cybercitoyen? Adieu, Cybercitoyen YouTube, c'est fini. Et nos millions d'abonnés. On va devoir recommencer. À zéro. Mais au-delà de la blague et de l'avertissement, ce qui me frappe dans cette nouvelle-là, c'est à quel point c'est un vieux stratagème. Et donc, les gens ça n'a pas encore été assimilé cet élément-là. Donc, il y a comme un échec à la sensibilisation encore une fois. Puis, moi, mon constat depuis une dizaine d'années, c'est qu'on parle beaucoup de la sensibilisation, mais quand on regarde les chiffres réels, en dehors des compagnies dans lesquelles on effectue ça, c'est désastreux. La fraude n'a jamais été aussi pire que maintenant. Ça ne fait qu'augmenter. On n'est pas en diminution. Puis c'est encore des stratagèmes qui sont assez... celui-là, il est vieux, ce stratagème-là, mais il est vieux. Oui, tu sais, on utilise le deepfake, puis c'est ce qui fait que ça fait les news, mais au final, tu sais, ça aurait pu être juste un message normal, puis ça aurait probablement marché quand même. Mais c'est là où ça m'étonne, qu'on en avait parlé la dernière fois avec la dame qui s'est fait avoir avec Brad Pitt. C'est cet élément-là humain, que les fraudeurs réussissent à utiliser avec excellence et que nous, on n'est pas capable de réussir à briser ce lien-là ou d'éduquer les gens pour ne pas se piéger pour ça, d'avoir les alertes qu'il faudrait ou la scène paranoïa, comme certaines disent, peu importe, mais de trouver une mécanique pour arriver là. Oui. Puis je regarde même dans ma maisonnée, le premier réflexe, c'est venu de m'en parler. C'est déjà une bonne chose, mais encore là, c'est-à-dire que le réflexe n'est pas personnel. Il vient de se référer à quelqu'un qui croit que cette situation-là peut les aider. C'est déjà une bonne étape, mais c'est, à mon sens, pas encore suffisant pour ça. La fraude que j'ai vue récemment, sur laquelle mon gars a appelé en panique, c'est sur l'ordinateur de la mère d'un de ses amis. A vu une alerte genre ton adresse IP a été vue à Montréal, c'est dangereux, il se passe quelque chose. Puis genre c'est Microsoft Defender et tout et tout. Ça a un cachet légitime. Fait que là, la première question que moi qui m'est arrivée par rapport à ça, bon, si tu fermes la fenêtre de Chrome, est-ce que le message disparaît? Puis là, la fenêtre, il a fait ça, puis il a fait comme ah oui, ok, bye. Au moins, il s'est rendu compte. Alors, tu sais, avec les années, il a vite compris qu'il s'était fait piéger. Mais j'ai quand même dû moi-même lui dire comment déceler le piège. Encore. Puis, tu sais, puis ça veut dire, il y a comme quelque chose, puis moi, je me qualifie pas très bon en sensibilisation, cela étant dit, là. Mais on a comme le passage d'un à l'autre, ou le passage à l'action, je sais pas comment on veut appeler ça. Se fait pas. Fait que, tu sais, puis là, YouTube, le président vous écrira pas le by the way. Là. Oui, mais d'un, je pense que YouTube a une responsabilité là-dessus, c'est leur messagerie interne. Comme eux-mêmes devraient avoir des façons de filtrer ce genre de message-là. C'est un non-sens qu'un site qui mimique youtube.com puisse être envoyé en DM à travers la plateforme. Ça reprend un peu le cas là, où est-ce que Booking.com, il y avait des gens qui hackaient le chat puis envoyaient des liens à des gens qui avaient fait des réservations, puis comme la personne reçoit un message officiel sur l'outil de clavardage officiel, ça se peut qu'elle prenne pour du cash. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a cette partie-là qui est la responsabilité de l'entreprise. Mais pour la sensibilisation, l'affaire, c'est qu'on en fait surtout en mode corporatif, puis je sais que, tu sais, nous, en tech, là, on est un peu dans un écosystème où est-ce que tout le monde travaille dans des bureaux, donc tout le monde doit faire, mais c'est pas la majorité des gens du tout, là, tu sais, comme ma maman qui nettoie le plancher à l'hôpital, elle a pas accès à un ordinateur pour son travail, fait qu'elle a pas des vidéos de sensibilisation là, qui lui sont envoyées. Il y a plein de gens qui n'ont pas ce contenu-là, fait que c'est vraiment juste les gens dans des bureaux qui ont déjà, qui sont exposés de la sensibilisation ailleurs. Il y en a pas.
Il y a pas d'effort culturel. Je pensais, entre autres, il y avait une émission qui avait été financée par le ministère de la cybersécurité en Chine, où est-ce qu'il avait créé littéralement une web série que le principe au complet, c'était d'explorer des différentes... C'est un peu... est-ce que vous vous rappelez de Mystérieuse Cité d'Or? Ou est-ce que, tu sais, comme t'as l'émission fictive, puis à la fin, t'as comme le truc un peu plus anthropologique, là, scientifique. Mais l'émission était sur le même principe. Fait que t'as l'histoire de tes héros qui sont des experts CSSP, cybersécurité, qui aident des gens à se protéger contre des fraudes, qui protègent les gens contre des vilains dans une enquête. Puis à la fin, t'as un petit monsieur dans son bureau avec son petit polo qui dit, ah, ben, tu sais, cette fraude-là, elle existe de telle façon, puis, tu sais, si jamais ça vous arrive, voici quoi faire. Ça, c'était financé par le ministère de la cybersécurité. On n'a pas ce genre de choses-là ici. Il n'y a pas de contenu grand public qui est intéressant parce que, d'un, il y a ça, la série est actually bonne. Je me rappelle plus le titre, mais j'avais écouté une couple d'émissions, puis j'étais comme, bah, je suis entertained, comme j'ai du plaisir à écouter cette émission-là. Les enquêtes sont intéressantes. Des shows procédurales, ça marche full, ce genre de truc-là. Pourquoi on n'en a pas plus en cyber qui servirait à faire de la sensibilisation? C'est qu'il n'y a pas rien qui se fait. On a l'impression qu'on envoie des trucs de sensibilisation d'entreprise puis qu'on a fait le plus gros de l'effort. Mais c'est rien. C'est comme la pointe de l'iceberg de ce qui a besoin d'être fait, là. Mais en même temps, même en entreprise, on sait que l'effet à long terme est pas terrible. Il y a comme... Fait que oui, c'est comme dans tout, là. Il y a vraiment... Les solutions sont multifacettes. Là. Il n'y a pas d'excuse que Facebook te serve des pubs de fraude, tout comme il n'y a pas de raison qu'après ça, le fraudeur se connecte sur Starlink pour pouvoir comme te frauder, puis qu'il utilise Instagram pour te parler. Je sais, c'est ça, il y a comme un écosystème. Fait que oui, je pense qu'il faut aussi qu'on étudie pourquoi nos méthodes de sensibilisation, tu sais, qu'est-ce qui marche pas. Tu sais, il y a quand même... Tu sais, récemment, j'ai fait un deep dive sur... la recherche sur les ateliers de sensibilisation sur les préjugés. Puis il y a plein d'affaires qui marchent pas, mais ils montraient comme certaines affaires de telle façon, là oui, ça peut aider, puis ça peut avoir un effet positif, etc. Mais ça prend du temps, puis ça prend des gens qui se posent des questions, puis qui l'étudient, puis qui ont le financement pour le faire, pour trouver justement des trucs qui marchent, puis c'est ça, qui fonctionnent. Hein. Finalement, on reboucle sur le premier sujet, c'est que les méchants, je dirais pas que dans la première chose qu'on parlait, c'était des méchants, là, mais on savent comment manipuler l'humain, et les bons, en l'occurrence, ne savent pas comment utiliser les mêmes moyens pour faire passer leur message, dans ce cas-ci, pour aider les gens à avancer. J'ai bien aimé l'idée de la série. Et c'est pas sans rappeler que les Américains ont largement utilisé le cinéma américain comme étant un outil de propagande très puissant, justement pour passer des messages comme ça durant une bonne durée de temps. C'est moins apparent maintenant, mais à une époque, le message, certains messages étaient quand même très fortement codés dans des films qui ont été très populaires aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Donc, c'est un véhicule, je crois, intéressant, mais qu'on n'utilise pas, ou que les organes gouvernementaux ne se parlent pas. C'est le ministère de la Culture puis le ministère de la Cybersécurité ne se parlent pas, c'est clairement dans l'occurrence. On pourrait avoir un financement pour un film par la culture, mais qui est financé par la cybersécurité pour arriver à cet objectif. J'ai décidé, s'il y a des gens à l'écoute... Non, mais pour vrai... T'as déjà un script de prêt, puis tu veux y aller, là. Non, mais pour de vrai, tu sais, quand j'y pense, la série, elle est super bien faite. Puis comme il y a des trucs qui sont pluggés, il y a des moments qui sont un peu kitsch, sure. Mais au final, je suis sûre que ça le prend en fait plus pour les gens qui ont écouté cette série-là que n'importe quelle vidéo corporative qu'on envoie qui dit ne cliquez pas sur des liens de phishing. Puis que comme les gens écoutent à peine parce qu'ils sont en 2 courriels, ils passent ça à côté, ils cliquent next, puis merci, bonsoir. Fait qu'un truc que les gens seraient engagés, seraient captifs en termes d'attention, ça aurait probablement un meilleur impact. Puis ça se fait par le storytelling. Là. Ça se fait pas par une personne qui te chicane puis qui dit de faire ou pas faire quelque chose. Ou ça se fait pas non plus par du cinéma où est-ce que le cyber est toujours présenté comme étant quelque chose de mystérieux, là, qu'on peut rien faire, que c'est hors de notre contrôle. Fait il y a comme de quoi faire avec ça définitivement en termes de sensibilisation.
Ouais, j'ai eu plusieurs images très drôles de choses, de films où c'est complètement fantastique. Puis celle qui m'est apparue, c'est vraiment le cas de Swordfish, où c'est juste comme n'importe quoi, comme narratif de hacker de la mort, puis qui est capable de rentrer dans la défense, genre en l'espace de 2 minutes. Là. Donc, d'évacuer ces images-là, parce que ça se peut pas. Ça n'a jamais vraiment existé comme c'est montré là. Justement, de défaire ça, ça serait quand même assez important. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin? Parce que là, on a quand même largement parlé des choses. On a rebouclé sur des sujets. Fait qu'on on était bon, on était capable de faire des liens entre tout ça. Un mot de la fin? Sam, Kat? C'est moi, on a perdu Sam. Je suis là, c'est juste que je suis disparu. C'est un fantôme. Toujours un plaisir de jaser d'actualité avec toi, Nicolas. Donc, j'ai bien hâte à la prochaine épisode. J'ai pas nécessairement un mot de la fin plus précis. Je pense que ma dernière conclusion, c'était pas mal mon mot de la fin, en fait, là-dessus. Là. On va essayer d'être plus positif la prochaine fois. Pas de promesse. Ouais, c'est tough, tu sais. Et comme l'actualité, ce qui est là, c'est. Vous avez déprimé ma caméra, elle a décidé d'arrêter de fonctionner, là. On était trop loin. On va aller plus doucement la prochaine fois. On va abîmer ton matériel. La dernière fois, c'était ton micro, là, c'était ta caméra. C'est violent, ces épisodes-là. Donc, on parlait de manque de subventions. Voilà, pour amener du contenu intéressant qui permet justement, fait que tu nous amènes un élément de folie avec tes caméras, tes équipements qui nous lâche dans cette occurrence en plein milieu d'un enregistrement, ce coup-ci. Merci. Eh bien, merci.